Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission 5 sur 5 sur la chaîne africaine de télévision. Très heureux donc de vous retrouver pour un autre numéro avec un invité spécial. Nous recevons à cette occasion l'honorable député Achille Tapsoba. Il était jusqu'ici le premier vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Vous le savez déjà qu'au niveau de ce parti politique de l'opposition, une crise est née sur la tenue du 8e congrès. Un congrès d'ailleurs qui s'est tenu les 18 et 19 décembre 2021. Et ce congrès est contesté par l'aile amenée par M. Achille Tapsoba, l'honorable député. Il nous dira pourquoi une crise est née au Congrès pour la démocratie et le progrès. Monsieur Achille Tapsoba, honorable député, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez, avec Edu Kombego, l'actuel président du Congrès pour la démocratie et le progrès, cheminé ensemble depuis 2018. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de vous quitter. C'est vous qui avez claqué la porte. Et c'est lié à la tenue du 8e congrès du CDP. Alors, expliquez-nous pourquoi votre position. Bien, je dois d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir éclairer les téléspectateurs et avec les téléspectateurs, les militants de mon parti et l'opinion nationale et internationale sur cette crise qui est en train de secouer notre parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. D'abord, d'entrée de jeu, je dirais que je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai claqué aucune porte. Je suis dans le CDP, le président Idi est dans le CDP, c'est une crise interne. Pour l'instant, nous sommes dans une situation où chacun tient ses positions. Et notre position est claire. Il ne s'agit pas de la position du premier vice-président contre le président du parti, non. Il s'agit d'une position que soutient 8 vice-présidents, donc tous les vice-présidents en activité actuellement, et le secrétaire général du parti, qui donc sont sur la même position, et le président Idi qui est seul sur cette position au niveau donc des présidents et des vice-présidents et du secrétaire général. Qu'est-ce que vous divise? Alors, ce qui est vraiment regrettable, et je dois l'avouer, c'est qu'on en soit arrivé à ce point. Il s'agit tout simplement d'une entorse au règlement intérieur, au statut du parti. Cette entorse consiste en quoi? Nous avons organisé un congrès, le 8e congrès ordinaire du parti, qui devait se tenir au mois de mai 2021. Pour des raisons évidentes, nous n'avons pas pu tenir le congrès au mois de mai et nous avions en son temps prévu de tenir le congrès en novembre 2021. Il se trouve qu'au mois de novembre, cette programmation a été perturbée par un problème intérieur que vous avez suivi entre les jeunes et qui a donc bousculé le calendrier. Et nous avons été obligés enfin de reporter le congrès, de refixer le congrès du moins pour les 4 et 5 décembre 2021. Il se trouve qu'entre-temps, avant même la tenue de ce congrès, il y a une correspondance du président d'honneur qui donc est intervenu le 20 novembre et ensuite le 30 novembre pour demander le report du congrès aux dates des 4 et 5. Et les motifs que le président d'honneur a évoqués sont en substance. D'abord, que la dégradation vertigineuse de la situation sécuritaire nationale, marquée par le drame d'Inata, devait nous interpeller plutôt qu'à un regroupement, à une solidarité avec le peuple burkinabé dans le deuil et dans la douleur des familles concernées par ce drame. Deuxièmement, et que les militants qui doivent venir au congrès viennent de tous les côtés du Burkina Faso, de toutes les 45 provinces et de 370 communes du Burkina Faso. Par conséquent, les communes et les provinces étant sous occupation djihadiste, étant donc secouées par la terreur que nous vivons de la part des troupes terroristes, il serait difficile et hasardeux, sinon même très dangereux, et sinon périlleux, de faire venir des militants dans ces conditions au centre du pays, à Ouagadougou. Donc, par conséquent, ces deux raisons mises ensemble, il lui semble nécessaire de reporter le congrès et d'en aviser le ministère en charge des libertés publiques qui suit de près donc, les partis politiques. Le président n'en a pas donc, tenu compte et au moment donc, où nous nous apprêtions à aller au bureau politique national qui devait donc entendre et aviser sur la question, des camarades qui estimaient que les orientations qui sont données, à savoir reporter le congrès, devaient être immédiatement exécutoires
ont senti que nous voulions faire un pressing en allant à un bureau politique national à qui on va poser le problème de la lettre du président d'honneur et qui, le lendemain, devait donc autoriser que le Congrès s'ouvre et que le Congrès puisse avoir lieu. Donc, sentant venir cette situation, ils nous ont esté en justice. Et au tribunal de grande instance de Ouagadougou, nous avons perdu et le tribunal a ordonné la suspension du Congrès. Et effectivement, le Congrès n'a pas eu lieu les 4 et 5 décembre. Par la suite, le président Edy a interjeté appel. Et l'appel est intervenu quelques jours après. Et il se trouve que le président a eu l'appel qui a donc ordonné que la suspension soit levée et que le Congrès puisse avoir lieu. Donc voilà l'épisode judiciaire. Pendant ce temps, le président d'honneur multipliait encore les appels au report du Congrès. Il lui suffit seulement que le président prenne contact avec le président d'honneur, puisque ce n'est pas une correspondance qu'on peut ignorer. Ce n'est pas une invite qu'on doit considérer selon ses humeurs. Ça fait partie des textes du parti que le président d'honneur peut donner des orientations au parti. Comment peut-il donner des orientations au parti alors qu'il n'est pas le président à partir du bureau exécutif? À partir du moment où le congrès, le 7e congrès tenu les 5 et 6 mai 2018, lui ont donné ses attributions. C'est un congrès qui lui a donné ses attributions, à savoir qu'il est garant de l'unité et des choix stratégiques du parti, qu'il fixe, dans ce sens, des orientations. Il fixe des orientations pour le parti. Et c'est lui qui, donc, en principe, lorsqu'il fixe une orientation, ça devrait être suivi d'effets. Il fixe les orientations, il définit la politique. Il définit la politique du parti. C'est lui qui doit dire si un congrès doit se tenir ou pas. Il est donc arbitre en dernier ressort des différends qui sont nés dans la gestion du parti. Et il doit donner des orientations même et valider le choix du président du parti. Et il peut convoquer toute instance ou tout organe qu'il souhaite réunir si la situation du parti l'exige. Et en tant que garant de cette unité, il y a donc la nécessité, dans ces conditions, de chercher à résoudre la question des orientations. J'ai toujours dit, même si le président n'est pas d'accord avec les orientations du président d'honneur, il a l'obligation d'en discuter avec lui. Il n'a pas la possibilité statutairement de les ignorer royalement. Il a l'obligation de discuter avec lui parce que de toute façon, ce n'est pas des instructions militaires. Donc, il a la possibilité. Mais là, le président n'a ni fait une approche vis-à-vis du président d'honneur. Il n'a jamais parlé des orientations du président d'honneur pendant tout le processus de préparation et même la tenue de son congrès. C'est sans des orientations en question. Donc, statutairement, je lui ai dit, président, même si on a gagné le procès, l'appel, il reste cependant que le problème judiciaire est réglé pour lever l'interdiction de tenue la suspension de la tenue du Congrès. Mais le problème politique demeure. C'est le problème interne qui doit t'amener, toi, à prendre langue avec le président d'honneur pour discuter de ses orientations, en tout cas pour éclaircir la situation et respecter au moins cette relation qu'il doit avoir entre toi et le président d'honneur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais justement. Le président a opposé un refus catégorique. Il avait la possibilité d'aller chez le président d'honneur, ou en tout cas prendre contact avec lui, échanger, se concerter. Il ne l'a jamais fait, il n'a pas voulu le faire. Et c'est cela qui m'a amené, parce que je ne peux pas être complice d'une entorse au texte du parti. Et je me suis rétracté et j'ai décidé de ne plus l'accompagner vers ce 8e congrès que j'estime n'avoir pas été organisé dans les bonnes règles. Oui, mais justement, M. Achille Tapsoma, honorable député, vous évoquez le fait que Edy Koumbeugou n'a pas voulu discuter avec le président d'honneur. Et pourtant, le président d'honneur lui avait invité, c'est lui-même qui a annulé la venue de Edy Koumbeugou à Abidjan. Est-ce que, oui, à un moment dans la lettre du président, il avait effectivement fait annuler la visite de Edy Koumbeugou à Abidjan au lendemain de l'attaque de Inata. Donc, c'est le président d'honneur, peut-être qui est la personne à incriminer. Bien, je profite de faire une clarification à ce niveau. Le président d'honneur a écrit une lettre le 20 novembre. Dans cette lettre, il demandait le report du congrès ordinaire. Et à la fin, comme il a demandé le report du congrès, il a dit, dans cet ordre d'idées, il n'est pas nécessaire que vous fassiez le déplacement du 21 novembre. Dans la lettre précédente, celle du 16 novembre donc, il avait demandé au président de venir pour une séance de travail le samedi 20 à 11 h sur le congrès. Alors, cette séance de travail qui devait se tenir sur le congrès
dont l'avènement était imminent. Il a reporté, donc il demande le report de ce même congrès. Donc cette visite est sans objet. C'est ça, c'est de cela qu'il s'agit, c'est sans objet. Mais il n'a jamais dit au président ne viens pas, ne viens plus ou ne viens jamais. Non, il dit dans cet ordre d'idées, il n'est pas nécessaire que vous fassiez le déplacement du 21. Voilà, c'est pour l'économiser. Deuxièmement, si c'était cela, il a fait d'autres lettres que le président a reçues dans lesquelles il l'invitait à venir échanger. Après, il lui avait dit que ce n'était pas la peine de venir parce que la première invitation était sans objet. C'était sur le congrès qu'il a demandé de reporter. Les autres lettres, soit une lettre du 2 décembre, où il a fait un deuxième rappel relatif à sa demande de report du congrès. Dans cette lettre, il a dit clairement qu'il souhaite vraiment dans l'intérêt supérieur du parti que certains membres de la direction politique et lui-même viennent pour qu'il y ait une concertation dans l'intérêt supérieur du parti. Il n'a pas daigné réagir. Dans une autre lettre, et le 8 décembre, donc 2 décembre, 8 décembre, il réintroduit encore une autre, ne consentant pas des faits, il réintroduit encore une autre lettre où il dit au président, bon, j'authentifie, puisqu'il avait eu vent que c'était un problème d'authentification de ces lettres, il a dit qu'il authentifie les lettres qu'il lui a envoyées, que c'est de lui et que c'est de sa signature et de sa volonté. Et dans la même lettre, il rappelle encore qu'il demande une concertation pour qu'on puisse reprogrammer en tenant compte des paramètres le congrès. Donc tout cela est resté lettre morte. Donc le fait qu'il ait dit ne vient pas la première fois parce que ce pourquoi je t'appelais c'est sans objet, ne peut pas éluder le fait qu'à 2 reprises, il l'invite et il ne part pas. Voilà la vérité. Donc ces lettres-là sont là. On peut les publier. Oui. Voilà. Alors, et vous-même, jusqu'à ce que la séparation ait lieu, vous avez mené la bataille avec Edu Komboyogo. Vous étiez même l'avocat défenseur du parti Edu Komboyogo à son temps, malgré les multiples lettres d'ailleurs du président d'honneur, que vous-même par moment avez émis des doutes sur justement l'authenticité des lettres. Pour avoir mené une telle bataille depuis plusieurs années, alors ne pensez-vous pas que votre lutte a été vaine? Parce qu'à un moment donné, vous avez quitté le navire alors que la bataille était déjà menée. Je ne sais pas de quel navire vous parlez. Si c'est du CDP, je suis toujours dans le CDP. Oui. Le président Idi est toujours dans le CDP. Il y a un nouveau bureau qui a été composé. Vous ne faites pas partie de ce bureau. C'est justement de cela qu'il s'agit. Oui. Pas de quitter ou de ne pas quitter le navire. Tant que le navire, c'est le navire du CDP, on y est tous pour le moment. Alors, deuxièmement, vous parlez très bien de la défense du président Idi, avocat défenseur. Non, ce n'est pas la personne du président que je défendais. Ce n'est pas la personne du président. Je suis engagé dans ce parti pour mon parti, pas pour un individu. D'accord. Je reste fidèle à mon parti, pas à un individu ou à un autre. C'est de cela qu'il s'agit. Mon combat a toujours été, avec le président Idi, de ne pas accepter qu'on l'attaque sur des bases non statutaires, non réglementaires. Je l'ai toujours défendu dans ce sens. Et j'ai toujours utilisé des arguments statutaires et réglementaires pour venir à bout de ceux qui l'attaquaient. Mais où est le problème? Cette fois, c'est lui qui se met en dehors du statut et du règlement intérieur. Alors, conséquemment, je ne peux pas continuer. Et dans ce sens, sinon ce serait dans la subjectivité que je m'installe maintenant. Comme je l'ai dit, je suis dans ce parti depuis sa création en 1996. Oui. Je suis un des membres fondateurs de ce parti. Vous avez occupé plusieurs postes dans ce parti? J'ai occupé plusieurs postes dans ce parti. Depuis le secrétariat de l'organisation et de l'administration, m'a permis d'écrire, de participer à la rédaction des textes fondamentaux, jusqu'au poste de secrétaire à la communication. À 2 reprises, j'ai occupé ce poste. Ensuite, secrétaire général du parti, avant d'être premier vice-président, parce que j'ai désisté en 2015 en faveur du président Idi. Donc, je ne pense pas que ce soit subjectif. Mon engagement n'est pas un engagement sur la base du culte de la personnalité ou du subjectivisme. Tout ce que j'ai fait comme combat aux côtés du président Idi, je peux le justifier aujourd'hui par le recours au statut au règlement intérieur et la ligne politique que je suis toujours. Mais comme on le dit dans notre jargon, il n'y a pas de discipline au-dessus de la ligne. Au-delà de la ligne, il n'y a plus de discipline. Alors, quand on franchit ce cap-là, ça devient difficile. Mais c'est un président d'un parti, et c'est à l'article 62, sa première attribution,
dans le règlement intérieur, à l'article 62, le président du parti, président du bureau politique national, a pour mission de respecter et de faire respecter les statuts et règlements intérieurs ainsi que le programme du parti. Oui. C'est la première attribution. Donc, je me mets dans cette logique pour dire que le président devait regarder surtout cet aspect et éviter les considérations d'ordre subjectif qu'on lui servait à gauche et à droite par rapport à lui au fondateur. J'ai toujours dit au président, il y a deux personnalités dans ce parti que je respecte. C'est le président du parti, c'est toi, que le Congrès a mis à la tête du parti de façon démocratique. Et c'est le président d'honneur, fondateur du parti, à qui le même Congrès a donné des prérogatives et des attributions. Oui, mais est-ce que ces prérogatives, est-ce que ces attributions ne portaient pas en torche au bon fonctionnement du parti? En quoi des attributions? Être à Abidjan et orienté à Ouagadougou? Non, en quoi des attributions peuvent porter en torche au fonctionnement d'un parti? C'est ce même parti qui a donné les attributions au fondateur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Oui. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient du CDP. Le Congrès est une instance suprême du parti. Ses décisions sont exécutoires. Et le Congrès, c'est la traduction en miniature de toute la base politique du parti sur toute l'étendue du territoire et en dehors du Burkina Faso où il y a des sections. Mais il y a beaucoup de militants qui contestent justement les agissements du président. On l'a vu à plusieurs reprises. Les militants contestent ce qu'ils veulent contester, mais ce n'est pas un congrès. On ne conteste pas un congrès, s'il vous plaît. On exécute les décisions d'un congrès. On attend le prochain congrès. Sans murmurer. Et on attend un prochain congrès. Sans discussion. Ça, c'est les statuts. Dans tous les partis, ça se passe comme ça. Ce qu'un congrès sans concertation. Comment ça? Le congrès, ça consiste à quoi? Vous avez une idée d'un congrès? Oui. C'est des concertations, c'est des discussions en amont. Mais arrivé au congrès, on détermine la position officielle du parti. Donc tout ça, c'est des petites affaires. Après, quand les gens donnent, c'est des états d'âme que les gens expriment. Je n'en disconviens pas. On peut ne pas être d'accord. Mais le statut, là, c'est fait pour tout le monde. Et dans le statut, il est clairement établi que les congrès, lorsqu'ils se tiennent, leurs décisions sont exécutoires par tout militant du parti. C'est écrit, c'est ça le statut. Et quand on s'engage dans un parti, on s'engage d'abord à respecter les statuts et le règlement intérieur. Sinon, tu n'adhères pas encore à un parti. Si tu n'es pas d'accord avec les statuts et le règlement intérieur, tu n'as aucune possibilité d'être accepté dans un parti. Parce que c'est la fondation, c'est la constitution du parti. C'est comme si quelqu'un disait à un citoyen, je ne suis pas d'accord avec telle disposition de la Constitution, donc je ne la mets pas en œuvre. Ah non. Alors, voilà, c'est exigible à tout le monde. Oui, honorable député, ce qui fâche certains de vos militants, c'est justement votre posture à la dernière minute. Pourtant, ils disent que c'est Idi Koumbouego qui vous a fait, après l'insurrection populaire, il est venu, il s'est battu, il est allé en prison, il est ressorti, le CDP était là, dormant, il est venu, il a réveillé, il est venu vous chercher pour la bataille, et finalement, est-ce que ces militants-là ont suivi la vie du parti depuis 2014? Ils parlent d'après l'insurrection populaire. Depuis 2014, est-ce qu'ils ont suivi la vie du parti? En quoi Idi est venu chercher qui que ce soit? Vous. En quoi? Voilà, je les mets à défi. Idi est intervenu à quel moment? L'insurrection a eu lieu en octobre 2014. Oui. Le parti a repris et a été suspendu par les autorités de la transition. Et c'est en décembre qu'on a levé la suspension du parti. Oui. Et le parti a recommencé en janvier à fonctionner. Je suis au regret, quand on fonctionnait, on se réunissait au stade du 4 août et Idi n'était pas là. Ah bon? C'est nous, avec Léonce, comme président du directoire, qu'on avait mis en place une direction provisoire, dans la mesure où le président du parti, Assimi Kwanda, n'était pas là. Voilà la vérité. Et le parti a repris, et c'est nous qui avons organisé le congrès de mai 2015, où Idi est venu devenir président. Ce n'est pas lui qui l'a organisé, c'est nous qui l'avons organisé. C'est le directoire qui l'a organisé. Donc c'est le directoire qui l'a amené. Alors, donc, quand on dit qu'il est venu amener quelqu'un, je crois qu'il faut être honnête. Les faits sont têtus. Même quand vous n'aimez pas quelqu'un, les faits sont têtus. Deuxièmement, je relève encore ceci. Le président Idi n'est pas venu comme un messie au niveau du CDP. Le CDP existe dans toutes les provinces, dans toutes les communes, dans les villages. Mais il a remobilisé. Remobiliser, ça veut dire que c'était de mobiliser. On mobilise à nouveau ceux qui étaient déjà mobilisés. Qui les a mis en place? C'est lui? Est-ce que c'est le président qui a mis en place des structures? Même le renouvellement des structures après l'insurrection, c'est la commission ad hoc que nous avons mis en place pendant que j'assurais la présidence par intérim du président Idi parce qu'il était hors du pays.
Voilà. Et cette présidente par intérim, je l'ai assurée pendant 22 mois. 22 mois dans son mandat, de 2015 à 2018. Alors, quand on vient me dire que oui, c'est... Non, on a travaillé ensemble. Il faut reconnaître au président Edy ce qu'il faut reconnaître au président Edy. C'est d'avoir intervenu, d'avoir apporté un appui financier au parti. Il a apporté un appui financier. Mais écoutez, ça, c'est pas un secret de polichinelle. Ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Mais si vous apportez de l'argent et puis il n'y a pas de militants et de cadres courageux et compétents, vous faites quoi avec votre argent? Ce qui est énorme, c'est les militants. Oui. Ce qui est énorme, c'est le parti. Et c'est l'argent qui mobilise les militants. Et maintenant, vous mettez... Non, vous ne pouvez pas dire que le carburant que vous mettez dans un moteur est plus important que le moteur. C'est parce que le moteur existe qu'il y a un carburant. Mais le carburant a un rôle de propulser le moteur. Donc, arrêtons ce genre de débat, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, le président est arrivé, il a travaillé, il faut le lui reconnaître. Il a donné un souffle au parti, il faut le lui reconnaître. Je ne suis pas de ceux qui critiquent pour critiquer. Le président a dit, j'ai travaillé, je l'ai apprécié à beaucoup de niveaux. Et je l'ai suivi dans beaucoup de chemins, par exemple à sa candidature à la présidentielle. Oui. Et donc, il y a quel problème? Aucun problème. Je dis seulement, personne, quel que soit ton parcours, ta contribution au niveau du parti. Le président Edy n'a peut-être pas contribué autant que le président Blaise dans l'entretien du CDP. Ou bien, d'accord. Donc, quel que soit ton niveau, quel que soit ton degré d'apport dans un parti, ça ne te donne pas le droit d'être au-dessus des textes du parti. Voilà ce qui est très important. Et c'est là que je n'ai pas reconnu le président quand je lui ai dit, président, le président d'honneur a envoyé des orientations à travers des correspondances. On peut en contester l'authenticité, mais tu as le devoir d'aller, non seulement en allant auprès de lui, tu peux régler la question de l'authentification des correspondances, mais tu peux également régler la question des orientations, même si tu ne les partages pas. Tu lui dis, non, président, j'ai vu, mais voilà, telle et telle situation se présente. Oui, je lui ai dit, tu n'économiseras pas un déplacement pour que ce congrès puisse être un congrès digne de ce nom. Il l'a économisé, voilà ce que ça a donné. Alors, vous qui l'avez côtoyé, vous qui le connaissez très bien, alors pourquoi il n'a pas suivi vos conseils? Pourquoi a-t-il refusé d'aller voir le président d'honneur? Mais vous me posez une question... Il y a quelque chose qui était caché. Vous me posez une question que vous devez poser au président Edy. Mais justement, je ne suis pas à l'intérieur du président, je ne suis pas dans la... Non, ce n'est pas une raison. Je ne suis pas dans la conscience d'un président. Oui. Quand même, c'est un président d'un parti. Oui. On n'a quand même pas dit qu'on peut le titiller. Non, non, non. Mais il a son autonomie. C'est tellement qu'il a donné des raisons. Et alors, non, non, non. À moi, il n'a pas donné. Il nous a rien dit. Les raisons, c'est quoi? La seule unique raison, nous sommes pris par le temps, mais le même temps-là te permet d'aller et de venir. Est-ce qu'on a besoin d'un mois pour aller et de venir? Non. À d'autres circonstances, tu l'as fait. Et ça a sauvé le parti, ça a sauvé l'unité. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment là les raisons. Et moi, je ne peux pas te dire, le président Edy a refusé. Non, c'est lui qui sait pourquoi il a refusé d'y aller. C'est lui qui peut dire ce qu'il a animé. Moi, je ne fais que constater. Je constate qu'en ne le faisant pas, il fait entorse au statut du règlement intérieur, aux articles 77, 78, 79 et 80 de nos statuts, et aux dispositions de résolution prise par le 7e congrès portant attribution du président d'honneur. Donc, il faut qu'on revienne à la dimension réelle du problème. Le problème se trouve à ce niveau. Oui, justement. Pas dans les conjectures qui entourent ceci, non. D'accord. Alors, honorable député, vous dites qu'il faut revenir à la dimension du problème. Alors, on sait qu'avant que vous ne quittiez Edy Kombo-Eggo, il y avait déjà d'autres militants du CDP qui tiraient à boulet rouge sur vous et Edy Kombo-Eggo. Et vous quittez Edy Kombo-Eggo et vous rejoignez le même groupe d'amis. Ce n'est pas un groupe d'amis. C'est un groupe de militants. Ce que je veux vous faire comprendre. Ce groupe de militants était là depuis et tirait à boulet rouge quand sur vous-même. Quand vous ne suivez pas des personnes, pourquoi vous les avez rejoints? Je vous réponds. Pourquoi vous n'êtes pas allé avec un autre groupe à part entière? Je vous réponds. Oui. Quand vous suivez une personne, même dans ses errements, vous allez suivre la personne. Mais quand vous suivez quelque chose d'objectif, quand vous suivez la régularité, quand vous suivez ce qui est fondé sur le plan des textes statutaires, vous ne pouvez qu'aller là où se trouve, selon vous, c'est discutable bien sûr, mais selon moi, là où se trouvent les raisons statutairement démontrées, c'est au niveau de ces positions-là. Je n'ai pas approuvé mes camarades quand ils ont dit on doit immédiatement
faire appliquer la lettre du président Blaise Compaoré en réunion, en séminaire d'un bureau exécutif national. Oui. On doit arrêter systématiquement l'organisation. Je n'ai pas approuvé. Mais ce qui veut dire que il y a une position que vous avez rejoint. Il y a une position, attendez, il ne faut pas parler de rejoindre, je ne rejoins pas les gens. C'est une position de principe que nous avions défendu le président Edy et moi, en disant, OK, on prendra en considération la lettre, mais ce n'est pas le bureau exécutif national qui a convoqué le congrès qu'on demande de reporter. C'est un bureau politique national qui a convoqué le congrès. Le BEN n'est pas à la dimension de pouvoir prononcer ou non le report du congrès suite à une invitation du président d'honneur. C'est plutôt le bureau politique national, à lui qu'on doit donner la dimension de la correspondance, de l'invitation du président d'honneur, et au bureau politique national d'aviser. On était sur la même position. Et tout en lui disant, président, comme il y a des difficultés liées à la lettre du président d'honneur, et il y a des gens qui utilisent ça pour même attaquer en justice, c'est à cause de cette correspondance qu'ils l'ont attaqué en justice. Ce n'est pas sur des bases subjectives et personnelles. Ils ont estimé qu'ils devaient obéir immédiatement, ils l'ont amené en justice. Donc je lui ai dit, il faut aller régler ça en amont. Et c'est en allant auprès du président d'honneur pour arrêter, couper court à toutes ces velléités et que tu pourras en même temps respecter les attributions qu'il a au niveau donc des statuts. Mais quand je vous parle, c'est vraiment très important. Il a la lettre du 2 décembre que le président d'honneur lui a adressée. Il peut dire que ce n'est pas authentique, mais nous avons donc en tout cas pris ça en considération. Et il dit, suite aux ampliations des lettres de certains camarades, de certains membres de la direction, qui s'opposent à la tenue du congrès de 4 et 5 décembre, et pour l'intérêt, et d'autres rapports, pour l'intérêt supérieur du parti, et en vertu des prérogatives statutaires, je demeure saisi de la tenue du dit congrès malgré les demandes de report. Ce différend, je le cite, ce différend me contraint à rester autosaisi de la question et je vous invite à me faire savoir toute préoccupation relative à ce projet de report afin que je puisse aviser utilement. Quand même, quand quelqu'un t'écrit comme ça, dans une dynamique où il y a des gens qui sont contre la manière dont tu agis, moi je tiens compte des textes. Et c'est ça qui m'amène à ne pas être d'accord avec ceux. Leur position, pour moi, n'était pas statutaire. Quand ils demandaient que le BN avise, j'ai dit non, c'est le BPN qui doit aviser. Ça, c'est le statut. Moi, j'ai les preuves. Dans les statuts, je peux démontrer cela. Mais quand, malgré tout, il y a des consignes qui viennent, le président du parti, je l'interpelle, je dis, président, avec ces lettres, va voir le président d'honneur et discute. Parce que visiblement, il n'était pas d'accord pour le report. Mais c'est tout à fait normal. Mais si le président du parti entre en désaccord avec le président d'honneur du parti, alors que le président d'honneur a reçu comme attribution statutaire de donner des orientations, d'intervenir, même dans les différents, il est arbitre en dernier ressort, il peut s'auto-saisir. Mais il faut aller régler cette question avec le président. Avant de venir tenir le congrès. C'est tout. Alors, finalement, et là, il m'aurait eu à ses côtés pour ce congrès. D'accord. Donc, votre problème avec Edy, c'est le fait de n'avoir pas écouté le président d'honneur qui est Blaise Compaoré. N'avoir pas respecté les attributions statutaires du président d'honneur. C'est différent. D'accord. Alors, mais dites-nous pourquoi vous avez animé une conférence de presse avec les autres pour dénoncer le congrès. Parce que vous avez tenu tout dernièrement une conférence de presse, vous l'avez dirigée, cette conférence de presse. Mais bien sûr. Pourquoi vous les avez rejoints? Parce que tout simplement... Parce que vous êtes dans la même dynamique? Parce que j'ai constaté que du côté du président Edy, il n'y avait aucune réaction vis-à-vis de la disposition statutaire que je le rappelais chaque fois sur le président d'honneur, la nécessité d'aller vers le président d'honneur. Il a toujours opposé une fin de non-recevoir à mes requêtes. J'ai insisté à plusieurs reprises, va voir le président d'honneur. C'est statutaire, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas économiser ça. Mais quand je constatais qu'il continuait à aller dans le sens qu'il veut, j'ai compris que le camarade avait raison maintenant, parce que tout simplement, nous allions vers un congrès, il suffisait qu'ils prennent langue. Et eux, ils ont attaqué le président sur quoi? Même si c'est injustement attaqué, même si c'est maladroitement, ou bien même si c'est judiciairement, ils l'ont attaqué sur le fait qu'il n'a pas pris en considération les orientations du fondateur. J'ai parlé au président pour qu'il prenne en compte les orientations du fondateur. Il n'a pas voulu les prendre en compte.
Mais nous sommes dans la même position. Ah, d'accord. Voilà. Okay, à partir de ce moment, nous sommes dans la même position. Et nous avons fait la conférence de presse pour que je lui dise, les vice-présidents qui sont là, nous sommes maintenant 8 vice-présidents. Parce que sur 11 vice-présidents que le Congrès a mis en place en 2018, il y a 3 qui ont démissionné. Et 2 qui ont démissionné et 1 qui est décédé. Donc les 8 vice-présidents qui restent là, et c'est eux, ensemble, sur la même position. Quand même, regarde que c'est important. Il ne faut quand même pas multiplier des vice-présidents par 0. Surtout quand tu dis que ce sont des gens qui sont historiques. Alors, où est le respect de cette considération? Mais finalement, monsieur le... Donc, la conférence de presse avait pour objectif de l'interpeller une dernière fois. Mais vous l'avez suspendu, c'était plus... Non, ce n'est pas à cette conférence. La première conférence de presse, nous l'avons interpellé et nous avons appuyé par une correspondance que nous lui avons adressée de faire un effort, d'aller voir le fondateur et d'organiser une réunion du bureau exécutif national pour qu'on aplanisse les divergences avant d'aller au Congrès. C'est de cela qu'ils est resté muet par rapport à ça, jusqu'à ce qu'ils nous répondent à cette correspondance que nous lui avons adressée pour nous dire « Bon, votre requête sera examinée au bureau politique national. » Non, nous sommes membres du bureau exécutif national. La question doit être réglée en bureau exécutif national, qui est en amont du bureau politique national. Alors, et ça, c'était important. D'accord. Voilà. Alors, et finalement, le congrès a eu lieu les 18 et 19 décembre dernier. Alors, son congrès a eu lieu. Finalement, son congrès a eu lieu. Voilà. Donc, finalement, vous êtes à quel niveau maintenant? Non, nous avons été convoqués. Vous n'êtes plus du CDP? Non, pas du tout. Au contraire. Il y a le congrès du CDP. Au contraire, c'est quel CDP? Et il y a un nouveau bureau exécutif qui a été mis en place. Vous parlez de quel CDP? Vous parlez de quel CDP? Un CDP où le président se retrouve sans vice-président, sans secrétaire général du parti. Et il tient quand même un congrès au forcing, sans avoir respecté les orientations du fondateur, qui est statutairement reconnu, sans avoir pris en compte les requêtes qui lui sont faites de reporter le congrès. On ne dit pas de reporter ça à l'année prochaine. C'est un report qui doit tenir compte de la situation actuelle, du contexte actuel. Et on aurait pu trouver une voie d'entente, une solution à cela. Au contraire de ça, on va à tue-tête, on fait un congrès et on dit qu'on a fait un congrès du CDP. Non, mais il y avait des militants. Désolé. Oui, mais des militants, la salle était pleine. Les militants étaient venus pour le congrès où on devait tous être ensemble. Les militants n'avaient pas encore d'informations sur la crise qui secouait leur parti. Parce que nous étions en train de jouer à la dernière minute ces questions-là. Et c'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait un bureau exécutif national pour qu'entre membres du bureau exécutif national, dont il est le président, nous puissions voir dans quelle mesure aplanir les divergences et puis aller au congrès. Mais les militants ne pouvaient pas être informés. Je regrette. Ce sont des problèmes qui sont nés à la dernière minute. Et c'est tout cela qui me fait dire que le fondateur, quand il a constaté qu'il y avait des problèmes au niveau de la direction, il a eu la lettre de 8 vice-présidents et du secrétaire général du parti qui demande au président de venir se concerter avec lui et qui demande au président de convoquer une réunion pour qu'on discute en amont. Quand il a constaté que même la commission contrôle et vérification a envoyé un avis sur la situation en demandant au président Edy de tenir compte des prérogatives du président d'honneur qui sont statutaires. Quand il s'est rendu compte de tout cela, il a compris qu'il y avait un problème. Et le 15 décembre, il faisait une lettre pour convoquer une réunion extraordinaire du bureau exécutif national qui devait être présidée par le président Edy. Voilà la réaction qu'il a eue, conformément à ses prérogatives et à ses attributions statutaires. Et lui-même, dans sa correspondance, a bien fait de citer les dispositions en question pour dire, au nom de ces dispositions, pour l'intérêt supérieur du parti, et c'est ça, il dit que j'arbitrerai pour le report de la convocation du dit congrès, considérant la gravité, et je le cite, et la persistance des différends au sein de l'organe dirigeant et en fonction de mes prérogatives statutaires définies par l'article 80, j'ai l'honneur de convoquer une réunion extraordinaire du BN le vendredi 17 décembre à 15 h au siège avec un ordre du jour qui devait être donc la question de la convocation du congrès et les dispositions à prendre. Et il demande donc de nous réunir en extraordinaire parce que le président n'a pas voulu répondre à notre demande.
Et tout ça, malgré tout, le président a continué tranquillement à organiser son congrès et à le tenir. Alors, voilà de quoi il s'agit. Oui, alors, honorable député, il nous revient également qu'à la clôture du congrès, au soir, vous avez téléphoné à Eddy Kombouyogo pour un mea culpa. Vous l'avez appelé, qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous savez, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous l'avez appelé? Je vais vous dire une chose. Oui. Si c'est le président lui-même qui a dit cela, il nous revient. Si c'est le président lui-même qui a dit cela, je préfère qu'il le répète de façon publique. Parce que un coup de fil entre lui et moi, s'il le rend public, c'est qu'il pense que ça l'arrange. Ah bon? Moi, je garde mes contacts dans la confidentialité. Et vous l'avez appelé alors? Non, je parle de façon générale. Oui. Quand je vous appelle vous, est-ce que j'ai besoin de crier ça sur les toits? Voilà. Si c'est un mea culpa, il me connaît très bien, le président Eddy. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Il sait, non, c'est un coup de fil. Il m'envoie des gens. Il m'a envoyé des gens, des émissaires, et que je n'ai pas pu. Je ne sais pas si c'est lui qui les a envoyés, effectivement ou non, mais j'en ai eu la preuve sur place. Quand ces émissaires sont venus, c'était pour me proposer d'être porté premier vice-président, bien que je n'ai pas participé au congrès, juste pour la forme. Comment ça? Juste pour la forme. J'ai refusé. J'ai opposé un refus catégorique. Et les intéressés l'ont appelé sur le champ. Ce n'est pas avec mon téléphone, c'est avec les téléphones des émissaires. Ah, donc on vous a passé le téléphone? J'estime que c'est tout à fait humain. Le président Eddy et moi, on n'est pas dans une guerre. Ce n'est pas un ennemi politique. Nous sommes encore des camarades. Même si nous ne sommes pas d'accord sur certaines questions, même si nous sommes dans une crise qui est sérieuse, mais il reste des relations minimales. Je ne peux pas dire au président Eddy que je ne lui parle plus. Le contact n'est pas rompu? Non, pas du tout. Il ne va pas être rompu, parce que, sauf si ça vient de sa part. Mais je dis que je reste ferme sur mes positions. Si c'est pour me mettre dans des positions de compromission par rapport à mes positions sur les statuts, je ne marche pas. Et je lui ai dit, président, ce n'est pas la peine. Tu as fait ton congrès, on prend acte. Vous avez pris acte? Donc, de toute façon, je dis, il a fait son congrès. Oui, vous prenez acte, ça veut dire que vous avez légitimé. Non, ce n'est pas une légitimation. Pourquoi? Vous prenez acte, là, ça veut dire quoi? Ah, d'accord. Je veux que vous preniez le sens de je prends acte. Oui, ça ne veut pas dire que j'approuve. Mais un constat, non. Ça ne veut pas dire que j'approuve. Non, j'ai pris la réalité de ce que tu as fait. C'est tout. Mais je ne me suis pas prononcé, puisque je m'étais déjà prononcé. Ton congrès était antistatutaire. Ça ne respecte pas les normes. Voilà. Je n'ai pas besoin de m'étaler encore dessus. J'ai dit, tu as fait ton congrès, il faut t'en tenir à ça. Et maintenant? Mais je ne peux pas aller, puisque c'est de ça qu'on parle maintenant. C'est un coup de fil. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Mais je vois que ça prend maintenant une autre tournure et que ça semble être même une fausseté qu'on distille, que j'ai fait mon mea culpa. Oh là là. Ça alors là, c'est trop gros. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord établir la faute. C'est ça le sens du mea culpa. Il faut établir la faute. Et que le fautif accepte en toute conscience et âme et conscience que la faute lui incombe avant de faire un mea culpa. On ne déclare pas à la place de quelqu'un d'autre qu'il a fait un mea culpa. Je suis désolé. Ce n'est pas de bonne guerre. Alors, est-ce que... Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de faire. Alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours le président par intérim du CDP ou bien vous êtes simple militant? Non, je suis... Vous restez simple militant? De par les délibérations du Bureau exécutif national du 17 décembre, suspendant le président du parti pour 6 mois, j'assure l'intérim du parti. Mais ça, c'est son problème. Mais nous assumons notre suspension et la conséquence statutaire de cette suspension, c'est que c'est le premier vice-président qui assure l'intérim jusqu'à ce que le problème soit réglé. Alors, la renaissance du CDP, c'est pour quand maintenant? Puisque apparemment, chacun campe sur sa position. On a l'impression d'avoir un CDP bis. Dans tous les cas, il n'y a toujours qu'une seule vérité. Que cette vérité triomphe. C'est tout. Que la nous avons déposé notre dossier en justice à l'administration territoriale. Non, pas encore. C'est d'abord l'administration chargée des libertés publiques qui constate, en confrontant les faits, les documents et les textes fondamentaux du parti, pour voir si
où se trouve la régularité et la conformité des actes et des paroles. L'administration va aviser, puisqu'il va déposer, suite à son congrès, certainement un dossier. C'est à l'administration de prononcer le premier acte. Et si, à la décision de l'administration, une partie n'est pas d'accord, on le montrera en justice. Et cette fois-ci, pour la légitimité. Voilà. Alors, le Congrès a également proposé la réflexion autour même de la configuration actuelle du CDP. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui penser peut-être la disparition, en tout cas, du CDP, de ses sigles? Vous savez, je ne discute pas du contenu d'un congrès dont je conteste globalement la tenue. Je n'en discuterai pas parce que c'est hors propos. J'ai dit que le congrès, vous avez dit qu'il a discuté. Je récuse le congrès et toutes les discussions et les délibérations qui en sont issues. Donc je ne rentre pas dans un débat d'un phénomène que je récuse en entier. Alors, Monsieur le Président, on reprendra la discussion lorsque nous allons reconvoquer un congrès dans les bonnes formes. Alors, Monsieur le Président, qu'avez-vous à dire à Edu Komboïgo? Quel est ce message que vous avez à lui lancer? Quel est ce message que vous lancez à tous les militants qui accompagnent aujourd'hui Edu Komboïgo? C'est le même message. Oui. C'est le même message. Vous restez des camarades? Le président d'un parti doit être le garant du respect des textes fondamentaux. On dit que vous êtes l'aile historique. Ce sont des aberrations conceptuelles. Je l'ai déjà dit en d'autres occasions. Oui. Aile historique, aile futuriste, c'est des aberrations. Un parti, c'est fait d'anciens. Un parti, c'est fait de membres fondateurs, s'ils sont toujours en vie. C'est fait de militants expérimentés. C'est fait de jeunes. C'est fait de femmes. C'est fait des anciens. C'est ça un parti. On ne peut pas couper dans un parti ce qu'on appelle une aile historique et laisser dans un parti seulement l'aile futuriste, comme cela a été l'opération chirurgicale réalisée dans le congrès du président Edy tout récemment. Alors, à ma connaissance, ça n'obéit à aucune loi, ni à une loi physique, ni à une loi sociologique. Quand on parle de deux ailes, c'est qu'on a besoin de deux ailes pour voler. Si vous coupez une aile et puis vous dites que c'est l'autre aile qui va voler, ça défie les lois de la physique. Donc, j'estime qu'il faut ressoigner tout ça. C'est des langages de division, c'est des langages haineux, c'est des langages qui n'ont pas vraiment de fondement sérieux. Le parti, c'est y compris tout le monde. On a un différend, on doit le régler avec tout le monde et pour tout le monde. C'est tout ce que je dis. C'est le message que vous envoyez. Voilà, ça. Le CDP a connu d'autres crises. Mais ça a donné quoi aujourd'hui? De crise en crise, depuis 2018. Il y en a qui partent, il y en a qui sont suspendus, il y en a qui baissent les bras, il y en a qui... etc. etc. Mais c'est le CDP qui doit toujours se retrouver. Nous sommes aujourd'hui en train de rentrer dans un processus de réconciliation nationale. Oui. Et dans un processus de réconciliation nationale, le CDP, dont le président assure, et donc le président assure la tête, doit être un homme de conciliation et de réconciliation. Et non pas un chasseur de gens. Et non pas quelqu'un qui divise son parti en futuriste et en historique. Je suis désolé. Oui, dans cette crise au CDP, honorable député, il y a le nom, certes, du président d'honneur qui est mis en avant, mais on parle également de cette mémise, une main basse du frère cadet du président, François Compaoré. Il y a son nom qui revient avec insistance sur la gestion, sur la crise qui secoue actuellement le CDP. Est-ce que, de façon honnête, on vous sait catholique, on vous sait un homme sincère, on vous sait un homme engagé, on sait que vous n'avez pas la langue dans la poche, vous êtes d'une extrême honnêteté. Est-ce que ces personnalités ou ces Burkinabés ont une part de responsabilité dans la crise qui secoue le CDP aujourd'hui? Dites la vérité aux Burkinabés. Les gens savent que vous êtes un homme très honnête. Vous savez très bien que le président d'honneur est notre point de repère jusqu'à preuve du contraire. C'est le point de repère. De toute la démonstration que j'ai faite
je ne vois pas en quoi François Compaoré va se mêler de ça. J'ai fait une démonstration qui montre que c'est la relation entre le président Edy et le président d'honneur, oui. S'il vous plaît, entre le président Edy et le président d'honneur. C'est de ça qu'il est question. Si il n'a pas pu régler cette question de relation entre les deux personnalités, on fourra bien sûr dans le hiatus qu'on a créé. Tout le monde vient se fourrer. Chacun vient fourrer sa thèse, sa version, ses lubies et ses affabulations, etc. C'est de ça qu'il s'agit. On pourrait empêcher ça. Et enfin, pour vous dire la vérité, oui. le président d'honneur a des attributions statutaires claires. Mais les militants aussi, nous avons des droits et des devoirs envers ce parti. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a exclu François Compaoré du CDP. Il est un militant du CDP, il est membre ce que nous avons... Donc il a le droit d'intervenir. Ce que nous avons... C'est ça. C'est ça? Non, je dis il est membre même du Haut Conseil. Voilà. Donc, quand on dit il a intervenu, il n'a pas intervenu, pourquoi les autres interviennent et puis lui ne peut pas intervenir? Mais en tant que c'est militant. Mais il n'est pas dans mon statut que c'est François qui doit orienter ceci. C'est écrit que c'est le président d'honneur. Et je constate que la question du respect du statut se trouve au niveau du président d'honneur. Ce qui se passe en bas, en haut, au milieu, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas de nature à faire des commérages et des conjectures sur du subjectivisme inutile. La question objective, si elle est réglée, toutes les questions subjectives tombent. Y avait-il un agenda caché pour le 27 novembre? Par rapport à qui? Par rapport à ce qui devait peut-être se passer. Le 27 novembre, c'est quoi? La marche du 27 novembre. Le 27 novembre, c'est pas une... Est-ce que le CDP... Le CDP n'a rien à voir avec le 27 novembre en tant que parti. Je suis désolé. Mobilisés. Je ne suis pas au courant. Moi, je regarde mon parti. Oui. Et c'est mon parti qui m'intéresse. Oui, quelle était la position du CDP par rapport à la marche du 27 novembre? La position du CDP a toujours été la même. Qu'il faut marcher. Il faut laisser les citoyens jouir de leur liberté d'expression dans ce pays. Libre d'apprécier les dirigeants, libre d'apprécier les hommes politiques, et c'est de cela qu'il s'agit. Mais nous avons toujours dit, nous sommes un parti républicain, et on doit toujours exercer ces libertés dans le respect de la loi. C'est ça notre position, ça n'a pas changé. Mais si des citoyens sont sortis pour exprimer leurs opinions, et ils sont pourchassés, ils sont l'objet j'allais dire même, d'une répression, et embastillés, nous disons non, ce n'est pas là que se trouve la solution réelle au problème du pays. Le problème du pays, là, c'est d'autres solutions que nous attendons. Et je pense que ça a été réglé, la justice a été saisie, la justice a relaxé les intéressés avec des condamnations de 6 mois à 1 an, avec sursis pour certains, avec amende, et nous avons avisé. C'est tout. Mais le 27, ce n'est pas un mot d'ordre de mon parti. Donc, je suis mal placé pour vous parler d'agenda caché. D'accord. Surtout que moi, je n'évolue pas caché. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, honorable député, d'avoir accepté notre invitation. Cette émission arrive à son terme. Les Burkinabés vous ont écouté et certainement que chacun va tirer, en tout cas, les enseignements sur tout ce que vous avez eu à déclarer à cette émission du jour. En tout cas, merci à vous d'avoir passé par là, à la LCA. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. On se donnera rendez-vous une très prochaine fois avec notre invité. D'ici là, bonne suite de programme sur la LCA. Au revoir.